il y a évidemment un passage à la limite à cette frustration, de la même façon qu'il y avait un passage à la limite donc du tout est possible, où on se retrouvait avec le naturellement possible et toutes les transgressions possibles et imaginables au hasard. Ici, on se retrouve effectivement dans le principe de la frustration, et il est, même si c'est peut-être une biographie facile à faire, mais il est quand même assez fascinant de voir dans la biographie de beaucoup d'artistes contemporains le passage de cette frustration à une pure abstinence. Et dans le fond, ça peut déjà être le cas, même encore une fois emblématiquement, de Duchamp, qui, au sens strict, n'a rien fait. Et non, il a passé plutôt son temps à ne pas faire, et quand même depuis 14 lui aussi, donc il en a pris du temps pour ne rien faire. Hein. Donc il a passé plutôt du temps, on dirait qu'il a fait jouer aux échecs ensuite, mais quand même, il a passé plutôt du temps à ne rien faire qu'à faire vraiment beaucoup de choses. Il y a un côté tellement réfléchi en quelque sorte de la frustration, en quelque sorte, qu'on s'abstient purement et simplement. Kassurowski aussi, il s'est arrêté, et on peut se demander si Rothko, justement, quand il se suicide, il est quand même assez fascinant, même émouvant, de voir quasiment dans sa palette, quoi. Il passe de palette claire, c'est un peu cucu de le dire, mais il passe de palette claire, qui devient de plus en plus foncée, qui deviennent terriblement noires, et il se suicide. C'est quand même quasiment, l'affaire est ronde, l'affaire est bouclée, angoissante peut-être, mais elle est effectivement parfaitement bouclée. Et c'est vrai qu'après tout, quand on fait un noir sur fond gris, qu'est-ce qu'il reste à faire après ? Sinon de tirer sa référence, et je crois qu'il y a effectivement quelque chose qui tient d'une espèce de domination, d'une abstinence absolue qui peut faire effectivement qu'on arrive jusqu'à la mort. Mais à l'inverse, il peut y avoir, je dirais, un retour d'un véritable vouloir moral, et on peut passer de l'abstention à une élection, et je crois que c'est ça le ready-made. Le ready-made n'a rien à voir avec ce à quoi on le mélange toujours, c'est-à-dire l'exploitation de tout ce qu'on peut trouver. Donc ce qu'on avait pu voir précédemment avec Rauschenberg et compagnie, ou avec Armand, je trouve une machine à écrire, j'en mets 45 et ça va faire quelque chose. C'est pas un ready-made pour moi, mais pas un seul instant. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire comme effet supplémentaire avec ce truc muche-là. Donc c'est pas une élection en cause, c'est effectivement, je peux produire un effet imprévu avec ces engins déjà fabriqués, ce qui est autre chose. Mais il s'agit de faire un effet imprévu, bizarre, un autre type de sculpture, un autre type d'effet de lumière, d'effet de couleur, etc., etc. Ce qui est le principe du ready-made qu'instaure Duchamp, c'est absolument pas ce mécanisme-là. Je pourrais faire un effet avec tous ces bazars-là. On n'est pas dans la récup, c'est pas de la brocante, le ready-made. Les autres, c'est de la brocante, justement. C'est une espèce d'exploitation brocantesque en technique. Mais le ready-made, c'est pas ça. Le ready-made, c'est une question, effectivement, de jugement. Si je le dis, ça l'est. Et donc, dans le fond, c'est l'élection qui est en cause dans le ready-made, c'est-à-dire le fait de la décision absolue, en quelque sorte, la pure volonté, du pur jugement, qui suffit pour que ça devienne d'art. Et donc, dans le fond, l'exemple, évidemment, parangon, c'est l'urinoir, mais là aussi, c'est l'urinoir qui se suffit. C'est une illusion désespérante des historiens d'art et des métiers subséquents, c'est-à-dire des conservateurs et tout ce monde-là, de s'imaginer que le ready-made, il est dans le fait qu'il est dans le musée, qu'il a une étiquette, et qu'il est sur une console. C'est des niaiseries, ça. C'est des enfantillages, comme si on pouvait réduire littéralement la démarche quasiment géniale de Duchamp à des détails anecdotiques de ce genre et qui valorise uniquement le conservateur. Rien à voir avec Duchamp, c'est un agencement de musée. On n'a jamais cru que la fabrication des socles fasse partie des œuvres quand même. Donc dans le fond, tout ça c'est des naïvetés enfantines que de s'imaginer que le ready-made il est par le fait de sa transposition dans le musée. C'est la même illusion que la mode devient de l'art parce qu'on commence à en faire des collections et à en faire des musées. Ça c'est aussi une autre niaiserie qui justifie nos musées et éventuellement nos métiers, mais qui, en fin de compte, ne fera jamais que la mode ne deviendra d'art,
à ce titre-là. Elle peut fort bien le devenir justement par l'élection et par le jugement, mais sûrement pas parce qu'on lui aura simplement mis une étiquette. Et donc, dans le fond, l'urinoir, là aussi, l'urinoir et tout le reste, puisqu'il y en a fait d'autres, bien évidemment, c'est le fait qu'il l'ait choisi, qu'il les fait art, c'est pas le fait qu'il les ait disposés, même la roue de bicyclette, c'est pas son socle qui l'a fait d'art, hein, c'est le simple fait qu'il ait dit que ça en était, et puis voilà, il y a pas, avec ou sans socle, ça en est. On voit là aussi non seulement la différence qu'il y a avec les obsessions des historiens d'art ou des conservateurs, mais la différence qu'il peut y avoir justement avec ce qui s'est passé dernièrement lorsque le pauvre urinoir s'est trouvé cassé par un casseur quelconque et qui se sont mis à le restaurer. Ce qui est vraiment mais dérisoire. Si Duchamp avait été là, il aurait jeté tout le bazar aux ordures et puis il aurait été acheté un autre chez Jacob de Lafont. Enfin, il est où le problème? Puisque c'est justement la démarche qui contient la totalité de la démonstration de la chose elle-même, et on s'en fout. Sinon, justement, dans une spéculation sur le petit bout de signature qu'il avait dessus, hein, et dans une pure spéculation, c'est-à-dire je le revendrai cher puisque c'est l'original. C'est un jeu fétichiste de l'Arlic, mais justement, c'était pas le jeu de Duchamp. Il n'est pas question un seul instant de relique dans l'affaire, il n'est question que de son pur jugement qui suffit pour que ça en soit. Donc c'est vraiment un beau passage à la limite de cette décision, effectivement, quel jugement d'art. On est exactement à l'opposé donc de la mort de l'art, on est au contraire dans la promotion de l'absolu de l'art, puisque c'est moi qui dis, qui fait. Voilà, tout est dedans. Alors là aussi, peut-on indéfiniment exploiter, c'est le cas de le dire, le filon? Parce qu'évidemment, lui, il a fait ça, il en a déjà fait plusieurs, or la démonstration était déjà suffisante dans l'urinoir, donc il n'était pas obligé de faire la pelle, la roue de bicyclette et le reste, et il en a fait quand même plein d'autres. Mais le pire, c'est qu'il y en a pas d'autres qui continuent. Il y en a même, oserais le dire, un ahuri qui a trouvé le moyen de refaire un urinoir, mais argenté, ça change tout. C'est dérisoire, là aussi, c'est ridicule. Hein, comme si ça avait l'ombre d'une valeur que de recommencer l'affaire. Donc là, c'est le pire, parce que à la limite du ridicule, mais il y en a plein d'autres qui ont joué là-dessus. Rebecca Horn a fait aussi des machines à écrire au plafond, un piano à queue au plafond, Beuys a fait un gant de crin, pareil, avec un manche, et puis voilà, toute l'œuvre est là. Voilà, ils ont tous joué à ça, quoi. Et je dois dire que c'était pas jouable. Toute la démonstration était dans l'urinoir, il n'y avait aucune raison de recommencer, puisque c'est pas l'urinoir qui est intéressant, c'est la démonstration. À ce moment-là, les autres, ils radotent. Il faut que radoter ce qu'un gars avait très bien dit au début, c'est-à-dire il n'y avait pas besoin de recommencer. Et donc, quand on voit que Jeff Koons, par exemple, a fait le coup des aspirateurs, eh ben, il n'a qu'à aller au BHV, ça sera aussi bien, ça l'occupera pendant l'après-midi. Et on n'a absolument pas besoin de voir les aspirateurs de Jeff Koons. Je ne vois pas quelle démonstration il y a dans cette affaire. Il ne va pas nous faire croire qu'ils sont beaux à regarder, donc c'est pas le problème. Donc voilà, il rejoue le coup de l'urinoir, ben, c'est trop tard, mon gars, c'est 70 ans trop tard, donc c'est ridicule. Voilà, ils sont trop à avoir fait ça, Lavier l'a fait, enfin bon, ils sont pleins à avoir joué à ce principe, effectivement, de l'élection qui ne pouvait pas être littéralement recommencée. Et on peut penser que dans le genre des performances, il y a aussi des modalités de moralité dans les performances qui mériteraient, je ne l'ai pas fait beaucoup, mais qui mériteraient de regarder de plus près. Abramovitch disait elle-même qu'elle jouait donc sur les règles de vie d'une éthique universelle. Ça me paraît sacrément philosophique cette idée-là, mais c'est déjà intéressant, même si ce sont que des mots. Et on peut se demander, au-delà des caractères un peu sadomaso et des viols sociaux qu'il peut y avoir dans certaines actions de performance, de body art et compagnie, s'il n'y a pas effectivement des modalités précisément d'une macération, c'est-à-dire effectivement d'une auto-frustration du plaisir maximal, quoi, hein. Le seul problème, c'est le dérisoire d'une telle frustration qui ne correspond à rien d'autre qu'elle-même. Je dois dire que j'admire quand même plus un moine qui ne mange pas du tout de viande pendant toute sa vie et qui se retire du monde, mais qui le fait pour autre chose, en l'occurrence pour témoigner de sa foi, plutôt qu'un artiste contemporain qui fait la même chose pour rien.
c'est-à-dire une enfant qui fait aussi des mises en œuvre de ce système moral de la frustration, mais grosso modo, pour rien, rien que pour ça, c'est-à-dire dans une pure esthétique de l'affaire qui n'est quand même pas très intéressante.